Bonjour Alain Désir. Bonjour Patrick Simonin. Secrétaire d'État aux Affaires européennes en France. Merci d'être notre invité. C'est un moment crucial, l'après-Brexit. Que va-t-il se passer? Faut-il ouvrir des négociations tout de suite, sans attendre, pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne? Le plus rapidement possible. Il y a eu un vote d'un peuple libre qui s'est exprimé d'une façon démocratique. Nous regrettons ce choix, celui du Brexit, et nous l'avions dit, nous pensions que la place du Royaume-Uni, c'était de rester dans l'Union européenne, même s'il y avait une place un peu particulière. Il ne participait pas à l'euro, il ne participait pas à Schengen. Le Royaume-Uni a rejoint la construction européenne plus tard, mais nous avons besoin de l'unité européenne. En même temps, l'Europe, c'est une fédération d'États-nations, disait Jacques Delors. C'est-à-dire que ce sont des États-nations souverains qui décident de s'allier pour faire face ensemble à un certain nombre de grands défis. Nous garderons des relations amicales avec le Royaume-Uni, mais je crois que maintenant que le peuple britannique s'est exprimé, il faut que soit organisé d'une façon claire, transparente, rapide, les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'établissement d'un nouveau type de relations. Pour cela, il y a une procédure qui est prévue dans les traités. Oui, c'est l'article 50. Et sauf qu'on va attendre que l'article 50 soit déposé et que M. Cameron a déjà dit qu'il ne le déposerait pas lui-même et qu'il n'y aura pas de remplaçant avant le mois de septembre. Oui, déjà, on parlait du mois d'octobre, maintenant c'est le mois de septembre, donc je crois que les messages commencent à être entendus, parce qu'on ne peut pas laisser l'Europe dans une incertitude. Nous avons deux choses en réalité à faire aujourd'hui. C'est d'une part organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et d'autre part aussi travailler avec les 27 qui décident, qui veulent continuer à faire vivre l'Union européenne, d'améliorer l'Union européenne, de faire qu'elle réponde mieux à un certain nombre de défis auxquels elle est confrontée, aux attentes des citoyens. Pas forcément, je crois qu'il ne faut pas partir de... Les traités ne sont jamais que des instruments juridiques qui sont utiles quand, pour mettre en œuvre une politique, on n'a pas les bases suffisantes dans les textes existants. Il y a des choses qu'on peut faire sans changer les traités. On verra si il est nécessaire de faire autrement. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, à 27. Et je crois qu'il faut tirer des leçons à la fois de la période qui vient de se dérouler, de ce qui s'est exprimé à travers ce vote, parce que dans d'autres pays aussi, on voit les mêmes attentes ou les mêmes craintes s'exprimer. Donc d'abord, il faut que l'Europe se prenne mieux en charge sa sécurité, la protection de ses frontières extérieures, sa défense. La lutte contre le terrorisme, est-ce que ça, c'est un danger, ce qui vient de se passer, le Brexit, ça menace cette lutte-là? En tout cas, de la période qui vient de s'écouler, nous avons appris qu'il fallait beaucoup mieux coordonner les pays de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, dans le contrôle des frontières extérieures communes, que Schengen, cet acquis qui est la libre circulation, ne peut exister que si nous contrôlons mieux les accès à Schengen, qu'il faut échanger des informations dans la lutte contre le terrorisme, qu'il faut que les fichiers qui existent soient véritablement utilisés par tous les États membres, qu'il faut donc une coopération en matière de sécurité qui soit plus importante. Et ça, Angela Merkel est sur la même longueur d'onde que François Hollande. Ça fait partie de ce qui est discuté ce soir entre le président Hollande et la chancelière Merkel à Berlin. Je comprends que les Britanniques veuillent prendre du temps. C'est pas exactement la position de la France. Encore une fois, ce sont deux choses qu'il faut faire en même temps, mais qui sont différentes. D'une part, faire en sorte que s'organise, je crois, le plus rapidement possible, même s'il y a des délais de négociation qui sont ensuite prévus par cet article 50, mais que soit enclenchée cette discussion. On peut commencer à négocier avant le dépôt de l'article 50 ? Non, parce que c'est la seule procédure au titre des traités pour sortir. Elle n'a jamais été utilisée, mais cet article est là. Il a été mis dans les traités parce qu'il fallait qu'il y ait une disposition qui permette, au cas où un État membre décide de quitter l'Union européenne, que cela se fasse d'une façon maîtrisée, d'une façon ordonnée, encore une fois. Donc c'est l'article 50. Il faut que l'État membre en question, c'est-à-dire le Royaume-Uni, utilisant cet article 50, disent qu'il a l'intention de quitter l'Union européenne. Franchement, je crois que les citoyens britanniques se sont exprimés et qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que ce vote était une réalité démocratique. Le Brexit ne sera pas enterré. Mais c'est un choix qui doit être reconnu. On ne peut pas revenir en arrière, c'est quelque chose pour vous de définitif. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est une réalité. Et donc, non, il n'y a pas de possibilité d'aller contre l'expression démocratique d'un peuple. L'Union européenne, elle est bâtie sur la démocratie, sur la volonté des peuples d'y participer. Un nouveau référendum, comme le demande le chef du parti majoritaire, par exemple en Pologne ? Oui, mais enfin, d'abord, ce n'est pas le gouvernement polonais qui a exprimé cette position, et ensuite, les Britanniques qui les ont votés. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment il y a maintenant une pétition de citoyens en Grande-Bretagne qui disent « mais nous voudrions finalement qu'on y repense à deux fois ». Il faut cette pétition, il faut la prendre en compte. Mais ça, c'est aux Britanniques de voir comment ils font, mais on ne peut pas revenir sur un choix qui vient d'être fait dans des formes démocratiques qu'il faut respecter. Il pourra y avoir d'autres échéances, je ne sais pas quand, dans une autre génération. Souvenons-nous que nous, en 1973,
nous avons voté, parce que le président Pompidou avait consulté les Français sur l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes, au marché commun à l'époque. Et les Britanniques aussi, déjà à l'époque, s'étaient exprimés au travers d'un référendum. Bon, voilà. Près de 40 ans plus tard, ils décident de quitter l'Union européenne. C'est leur choix, nous le respectons, mais nous devons nous faire fonctionner l'Union européenne à 27. Et il faut savoir qu'effectivement, les gens qui prônent la sortie de l'Union européenne sont des irresponsables. Monsieur Farage, regardez, il pérorait, c'était le leader de la campagne pour le Brexit. Et puis aujourd'hui, on voit la crise dans laquelle se retrouve le Royaume-Uni, avec le risque que l'Écosse quitte le Royaume-Uni, avec une crise économique, avec une incertitude sur l'avenir, une situation très compliquée. Donc cela donne à réfléchir par rapport à tous ces populistes, tous ces nationalistes qui partout en Europe prônent des référendums en fait juste pour créer une crise, pour faire sortir leur pays de l'Europe. On voit que quand cette réalité est là, c'est pas si simple. Mais maintenant nous devons gérer cela rationnellement, amicalement avec les Britanniques, mais aussi dans la clarté et dans la transparence, parce qu'il y a 27 autres pays qui, eux, ont décidé de continuer à faire l'Union européenne, mais qui sont conscients qu'il faut améliorer l'Union européenne. Donc, je le disais, nous devons travailler sur les sujets sur lesquels nous pensons qu'il faut l'améliorer. Je parlais de la sécurité. Est-ce qu'il ne faudra pas soumettre, finalement, cette nouvelle Europe que vous voulez bâtir à un référendum, par exemple, en France aussi? Est-ce que c'est envisageable? En France, il va y avoir des élections présidentielles dans quelques mois. Et je crois qu'à ce moment-là, les candidats à l'élection présidentielle devront présenter très clairement leur projet pour l'Europe et leur vision du rôle de la France en Europe et les réformes qu'ils souhaitent pour l'Europe. Et donc les Français, ils seront saisis à travers cette élection présidentielle. Il n'y aura pas de référendum, seulement à l'élection présidentielle. Mais organiser un référendum aujourd'hui, sur quoi ? Il y a des gens qui proposent des référendums, je les ai entendus, mais c'est pour sortir. Ou alors ils ne disent pas sur quoi. Donc en fait, ils veulent juste provoquer, comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, on le voit, une situation de chaos. Nous devons faire avancer l'Europe. Pour cela, il faut dire comment nous voulons l'améliorer. Parce qu'effectivement, il y a des mécontentements, il y a des peurs, il y a des insatisfactions, il y a un type de fonctionnement qui a éloigné l'Europe des citoyens. Donc qu'il faille s'appuyer sur les peuples, oui, mais d'abord, il faut savoir à quoi on doit répondre. Je crois qu'on doit répondre à un enjeu qui est une Europe qui protège, une Europe qui soutienne davantage la croissance, l'investissement, l'économie, l'emploi. Une Europe qui ne s'élargit plus. Une Europe qui, sans doute, définisse plus clairement, effectivement, ses contours. Ça, c'est un débat qui d'ailleurs doit être clarifié concernant les rapports avec les pays voisins. Qui met fin au statut des travailleurs détachés, par exemple. Une Europe qui lutte contre le dumping social, vous avez raison, donc qui travaille davantage à la convergence des niveaux économiques et sociaux. On a vu ce qu'a provoqué la crise en Grèce ou dans les pays d'Europe du Sud, la crise de confiance vis-à-vis d'une Europe qui semble vouloir imposer seulement l'austérité, toujours plus de restrictions. Et puis une Europe qui investisse dans sa jeunesse. Le programme Erasmus est une très grande réussite, mais je crois qu'il faut aller au-delà des seuls étudiants du supérieur et qu'il faut que le programme Erasmus+, qui existe, soit étendu, que les jeunes apprentis, que les jeunes qui font un service civique, peut-être les jeunes lycéens, les jeunes collégiens, puissent eux aussi expérimenter cette citoyenneté européenne. Regardez comment au Royaume-Uni, la majorité des jeunes ont voté pour l'Europe. Donc fabriquons aussi l'avenir de l'Europe et de la citoyenneté européenne. Donc voilà, sécurité, croissance, harmonisation sociale et fiscale, jeunesse. Je pense que si on travaille sur ces 4 sujets, et ce sera à l'ordre du jour de la discussion, je pense, entre les 27 chefs d'État et de gouvernement demain lors du Conseil européen à Bruxelles, et ça doit être l'objet d'une... Il y a urgence, là. Il y a une urgence, ça doit être l'objet des travaux dans les prochains jours. Il y a un peu le feu dans la Maison Europe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un sursaut. On voit les unes de presse aujourd'hui qui disent les 27 sont complètement désemparés. On dit que finalement l'Europe est désemparée aujourd'hui. Je crois que nous avons fait des propositions. La France, nous les faisons avec l'Allemagne, précisément parce qu'il ne doit pas y avoir cette incertitude sur l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui. C'est François Hollande avec Angela Merkel et Matteo Renzi, puisqu'ils sont ce soir ensemble à Berlin, mais ce sont les 27 qui vont se réunir demain et mercredi à Bruxelles. C'est ensemble. Mais c'est vrai que le rôle de la France, qui est un pays fondateur, qui est un pays qui a toujours été à l'avant-garde, qui a été à l'avant-garde pour créer l'euro, pour créer Schengen, pour toutes les nouvelles politiques de l'Union européenne, le rôle de la France, de l'Allemagne, de ceux qui sont attachés au projet européen, c'est de dire, oui, il y a un choc qui doit faire réfléchir, mais qui appelle surtout des décisions. Et ces décisions, il faut en faire des propositions qui seront soumises au peuple au travers des élections. Et par exemple, suspendre les négociations sur le traité avec les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis ? Ce traité transatlantique,
Aujourd'hui, il est négocié dans de très mauvaises conditions. Il y a eu d'abord des problèmes de transparence. Il a fallu que la France exige que le mandat soit communiqué aux parlementaires et aux ONG. Il y a ensuite un déséquilibre entre les offres américaines et les offres européennes. Donc ce traité n'aurait pas vraiment de gain, ne représenterait pas de gain commercial pour l'Europe. Et puis il y a des lignes rouges que nous avons placées et sur lesquelles il n'y a pas de clarification. Les indications géographiques, c'est la protection de nos produits agricoles. Il y a un certain nombre de questions qui concernent l'ouverture des marchés publics aux États-Unis. Bon, donc je crois qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies et qu'il faut effectivement que l'Europe soit capable aussi, dans ses relations avec le reste du monde, et notamment sur le plan commercial, de montrer qu'elle protège son économie, qu'elle se protège contre le dumping chinois dans le domaine de l'acier qui menace notre sidérurgie, qu'elle protège son agriculture, qu'elle protège ses emplois. Car dans le vote britannique, comme dans beaucoup de votes où s'exprime un rejet de l'Europe, il y a aussi cette peur de la mondialisation, ce sentiment que l'Europe ne protège pas assez le modèle social et l'économie européenne de la mondialisation. La mondialisation, c'est une réalité. L'Europe a des atouts à faire valoir dans cette mondialisation, mais à condition qu'elle soit solide et qu'elle soit capable de défendre sa propre industrie, sa propre agriculture. Merci beaucoup, Harlem Désir, Merci secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation.